quelques années. Je voudrais vous parler de deux choses. D'abord de l'environnement et ensuite de la chasse. L'environnement est un concept que je n'aime pas du point de vue éthique, philosophique, moral. Cela sous-entend qu'il y a une espèce élue qui est au centre de tout. L'homme est là et autour de lui il y a un décor, il y a une nature qui lui sert de ressource. Si le décor est beau, si les ressources sont là, on protège la nature. Mais en revanche, si une espèce ne nous est pas directement utile, alors, peu importe, on peut la détruire. Même les écologistes, et je le dis sans méchanceté, ceux que j'appelle les écologistes opportunistes, essaient de nous dire, mais il faut protéger les plantes tropicales, parce que vous savez, il y a une petite pervenche de Madagascar qui nous a offert des molécules contre le cancer. Si on avait détruit la petite pervenche de Madagascar, on n'aurait pas eu ces molécules. On vous dit aussi, l'éléphant d'Afrique doit payer un prix à sa protection. Le prix, c'est le tourisme. Si l'éléphant d'Afrique ne payait pas ce prix, ce droit d'entrée sur la planète à l'homme, eh bien on peut détruire l'éléphant d'Afrique. Je ne suis pas d'accord avec cette conception. C'est une conception anthropocentrique et non une conception biocentrique qui met le vivant au centre de tout. Pour nous, une espèce vaut par elle-même, un individu, quel qu'il soit, vaut par lui-même, et peu importe son utilité pour le marché, pour le profit, pour les affaires de quelques rapaces, et excusez-moi pour les rapaces, je les insulte en les comparant à ceux qui tirent les ficelles de notre société et qui sont les maîtres du système. Je dis que la nature vaut par elle-même. Donc, nous sommes en effet différents de ceux qui, à quelques centaines de mètres de nous, dissertent aujourd'hui pour savoir si le taux de TVA sur les immeubles que l'on rénove doit passer de 5 à 10%, ou s'il faut mettre un peu plus d'énergie nouvelle qui vont substituer, ou ajouter plutôt que substituer, des nuisances à celles déjà existantes. Cette conception-là de l'environnement n'est pas la nôtre. Notre conception de l'environnement, c'est la réconciliation de l'homme avec sa planète, la réconciliation de l'homme avec le vivant, et donc la réconciliation de l'homme avec lui-même. Parce que tout se tient. Ce que l'homme fait aux animaux, ce qu'il fait à la nature, il le fait à ses semblables. Et le système dans lequel vous vivez, le système économique actuel, est un système fondé sur la violence, sur la thanatophilie, c'est-à-dire sur le goût de la mort, alors que nous voulons un système fondé sur la vie. Mais vous êtes aujourd'hui venus pour entendre parler de la chasse. Alors parlons-en. Il y a 30 ans que je suis entré dans ce combat contre la chasse, au début aux côtés du professeur Théodore Monod, que j'ai bien connu et qui est un homme qui mérite toute notre estime et dont la mémoire doit rester présente auprès de chaque militant de la défense du vivant. Nous avions créé une association d'opposition éthique à la chasse il y a déjà 30 ans. Et pourquoi l'avons-nous fait? Nous l'avons fait parce que la chasse pose 3 types de défis à l'homme. Un défi écologique, un défi éthique et en France spécifiquement, un défi politique. Le défi écologique est le suivant. La chasse participe à la disparition des espèces. Un jour, un biologiste a recensé les espèces disparues parmi les mammifères et les oiseaux. Depuis le XVIIe siècle, il a décompté 664 espèces de mammifères et d'oiseaux disparus sur la surface de la Terre du fait de l'homme. Eh bien, ces 664 espèces de mammifères et d'oiseaux, je ne parle pas des invertébrés, des amphibiens ou des reptiles, ces 664 espèces ont toutes été anéanties par la chasse, et non par l'aménagement du territoire ou les pesticides qui se surajoutent, bien sûr, à cette agression, mais c'est d'abord un prélèvement direct. C'est la chasse qui a fait disparaître l'ours pyrénéen,
qui a éliminé les loups et qui n'accepte pas son retour actuellement. C'est la chasse qui pose des problèmes parce que les chasseurs veulent tuer des tétras dans les Pyrénées alors qu'il n'y en a plus. Les chasseurs veulent, et le ministère est en train de leur prêter main forte, veut capturer 300 000 pinsons et ortolans dans les Landes. La régulation du pinson et de l'ortolan, voilà qui du point de vue écologique est en effet quelque chose de génial, n'est-ce pas? Et que viennent-ils nous dire? Qu'ils sont là pour protéger les bonnes gens des renards qui viendraient manger les grands-mères, même dans les banlieues de Paris, ou les sangliers qui font d'énormes dégâts dans les cultures. Mais s'il est vrai que 2 ou 3 espèces animales, je dis bien 2 ou 3 seulement, sangliers et chevreuils, ne se portent pas mal, et même dans certains endroits prolifèrent, cela n'est pas malgré la chasse, mais à cause de la chasse. La chasse n'est pas la solution, la chasse est le problème, parce que c'est eux. Ce sont eux qui relâchent massivement des sangliers croisés avec des porcs domestiques pour en accroître la prolificité. Ce sont eux qui agrènent ces sangliers et ce sont eux qui ont fait disparaître tous les prédateurs qui pourraient réguler naturellement la faune sauvage. Ils ne veulent pas de lynx, ils ne veulent pas de loup, ils ne veulent pas d'ours. Et ce sont eux qui sont derrière tous les lobbies de l'élevage qui notamment veulent détruire ces espèces. Parce que ces espèces les concurrenceraient comme les concurrences les fouines, les martres, les putois, les renards qu'ils continuent à persécuter. Donc la chasse pose un problème écologique majeur. C'est elle qui crée les déséquilibres, c'est elle qui crée les proliférations de certaines espèces et les disparitions de toutes les autres. Deuxième problème posé par la chasse, un problème éthique. Pourquoi un problème éthique? Eh bien parce que l'animal n'est pas une chose, ce n'est pas un objet. On sait aujourd'hui que l'animal est un être doté d'une sensibilité capable comme nous-mêmes d'éprouver la souffrance et le principe du plaisir des plaisirs. Dès lors, le fait de tuer pose un problème moral. Et le fait de tuer pour se distraire, pour le plaisir, pose un double problème moral. À la chasse, non seulement l'homme tue pour le profit, mais il tue tout simplement pour s'amuser, ce qui évidemment met ce loisir en marge de tout le reste. Je rapproche le fait chasse du fait corrida. Pourquoi? Parce que Abolition! 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 Merci. À la chasse, comme à la corrida, l'homme rabaisse l'animal au rang d'objet de plaisir où on peut le torturer. Or, c'est quelque chose de très malsain d'enseigner la violence. Cette violence que l'homme fait subir à l'animal, il le fait à l'occasion assez semblable. Parce qu'on s'entraîne sur les animaux et on fait pareil sur les hommes. Regardez dans l'histoire, avec un grand H, l'histoire des guerres civiles, vous constaterez que les combattants utilisent souvent contre leurs ennemis humains les mêmes procédés qu'ils ont utilisés sur les animaux. Ils se sont fait la main avec le fusil ou avec le couteau sur la bête avant de se le faire sur l'homme. Donc si vous voulez, c'est une école de violence. C'est une école qui apprend la banalisation de l'acte de mort, alors que l'acte de mort est un acte grave. Voilà ce que je veux dire du point de vue éthique. Et aussi longtemps que l'homme traitera l'animal comme une chose, il traitera ses semblables comme des bêtes quand l'occasion s'en présente. Donc, troisième aspect, après l'aspect écologique, après l'aspect éthique et moral, il y a un aspect politique qui est spécifique à la France. Notre pays pâtit malheureusement d'une dictature des chasseurs. Il faut le dire, depuis 30 ans nous les combattons, et si nous les combattons, jeune juriste que j'étais, j'ai découvert à l'époque, avec stupéfaction, comment un groupe de pression pouvait confisquer l'État, s'emparer de l'État, et transformer nos politiciens en pantins irresponsables. Et ça fait 30 ans et même plus que cela dure. Alors,
Je vais vous expliquer pourquoi. La chasse est devenue minoritaire dans nos sociétés. Quand on fait des enquêtes d'opinion, on se rend compte que 70-80% des Français souhaiteraient l'abolition de la chasse à courre, que 70 ou 80% des Français souhaiteraient que l'on ne chasse pas le dimanche quand ils vont se promener, que 70 ou 80% des Français souhaitent que les directives de l'Union européenne de protection de la nature soient mieux transposées en droit français. Et tout cela n'aboutit pas. Pourquoi? Eh bien, parce que la chasse s'organise en une structure corporatiste très dure, très légalisée, sur la base d'une ordonnance du maréchal Pétain du 28 juin 1941 qui créa les sociétés départementales des chasseurs, devenues à la Libération par arrêté du 15 novembre 1945 les fédérations départementales des chasseurs. Dans chaque département, vous avez une seule structure. Vous n'avez pas les chasseurs modérés et les chasseurs irresponsables, ils le sont tous. Mais vous n'avez pas les chasseurs de gauche et les chasseurs de droite, ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient plus, ceux qui sont pour Dupont et ceux qui sont pour Durand. Non, vous avez une seule et unique structure. Avouez que protecteur de la nature et des animaux que vous êtes, vous seriez gagnant d'en avoir autant, n'est-ce pas? Vous qui souvent êtes victime de l'émiettement associatif. Hein, combien cela fait notre faiblesse. Eh bien, eux, ça fait leur force. Ils sont structurés dans une seule fédération départementale, une seule. Ils sont obligés d'y cotiser tous les ans. Et au niveau national, ces fédérations sont structurées en une fédération nationale des chasseurs. Vous avez donc une structure pyramidale qui permet à un groupe de pression minoritaire, très minoritaire, de tenir l'État. Parce que quand un président de fédération va trouver son parlementaire ou le ministre, et ils ont des moyens, ils ont des lobbyistes qui parcourent les couloirs de l'Assemblée nationale ou du Sénat, rémunérés à cette fin toute la journée avec quelques privilèges. J'avais même entendu dire que dans l'ancienne majorité, un de ces lobbyistes avait un badge qui lui permettait d'aller là où seuls les élus peuvent aller. Vous voyez, il avait même des privilèges comme un élu. Ce monsieur qui est bien connu comme lobbyiste du monde de la chasse. Bon, ces gens-là ont des moyens financiers, ont une structure qui leur permet de confisquer la démocratie et d'empêcher la majorité des Français qui ont d'autres aspirations d'être entendus. Cette situation ne peut pas durer. Elle doit être dénoncée. Il faut dénoncer ce totalitarisme du monde de la chasse qui paralyse les successifs ministres de l'Environnement. Je me souviens d'un temps où M. Ozano, que je cite, qui était le directeur de cabinet d'une ministre d'autrefois qui s'appelait Huguette Bouchardot, il m'avait dit, vous savez, si un conflit éclatait entre un président de fédération et le ministre, c'est le ministre qui sauterait. C'est vous dire que ce que ça représente. Voilà. Donc cette situation ne peut pas durer. Combien sont-ils les chasseurs? Ce chiffre, vous ne le trouverez pas. Vous ne saurez pas combien ils sont actuellement parce qu'ils le cachent. Leur nombre diminue d'année en année. Quand j'ai commencé ce combat, ils étaient 2 400 000 en France. Aujourd'hui, il y a à peu près 1 200 000 permis de chasser validés. Mais ils ne sont pas 1 200 000, parce qu'un certain nombre d'entre eux ont plusieurs permis. Un permis national et un permis départemental. En fait, je pense qu'ils sont à un peu moins d'1 million. Tout le fait qu'ils cachent désormais, même le nombre de permis validés, c'est très difficile, même pour la presse, de faire un travail d'investigation sur ce point. Le nombre des chasseurs diminue et je suis convaincu que dans quelques années, ce lobby s'écroulera comme une ligne Maginot tombe quand elle a tenu trop longtemps. La chasse est une Bastille assiégée. La chasse est une Bastille assiégée qui a un seul mot d'ordre, ne rien concéder. Ne rien concéder du point de vue écologique, ne rien concéder du point de vue moral, soutenir tous les modes de chasse, y compris les plus cruels comme le déterrage de blaireaux, y compris les plus nocifs comme les lecs ou les mateuls dans le sud-ouest. Ils soutiennent tout parce qu'ils ont peur que de concession en concession, nous les amenons à ce qu'il faut, c'est la concession perpétuelle. Voilà ce que nous leur promettons. Ouais, ils sont même dans les familles. Ouais. La Convention Vie et Nature ne souhaite pas une réforme impossible de la chasse française qui n'est pas réformable.
parce que leurs dirigeants ne veulent pas réformer. Ce qu'ils gèrent, ce n'est pas la nature, ce n'est pas la faune. Ils gèrent en fait le nombre de leurs cotisants, dont ils tirent à la fois finance et influence politique. Donc ce qui compte pour eux, c'est d'avoir des adeptes. Et ils le feront tout pour cela. Nous, ce que nous disons clairement, réformer la chasse est impossible, il faut l'abolir. Et il faut... Abolition! 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 Mes amis, vous êtes venus aujourd'hui à Paris pour dire cela très haut, très fort et très clair. Je voudrais maintenant vous lancer un appel associatif. Unissez-vous, que toutes les associations se tendent la main, que nous soyons unis tous dans le combat pour que recule la cruauté et que recule en France ces lobbies malfaisants qui sont ceux de l'élevage concentrationnaire, de la tauromachie, de la chasse et de tout ce qui nuit à la vie et de tout ce qui abaisse les êtres, les animaux, les hommes et la nature, puisque c'est le mot d'ordre de la CVN, la réconciliation de l'arbre, l'animal et l'homme. Merci à vous d'être là. Bravo!